Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTNC2 Développement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis hier à Nairobi, au Kenya, où il est allé prendre part au 3e conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Au cœur de ce rendez-vous, la problématique de constitution d'une force militaire régionale pour cette partie du continent. Une option examinée en marge de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans ces images, je vous propose l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Nairobi. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au 3e conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de 7 pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec les consultations des groupes armés menées par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer le double jeu de certains voisins et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce 3e conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Enfin, la relique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, a été remise au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, représentant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée ce lundi au Palais d'Egmont en présence de la famille biologique du héros national ainsi que des autorités congolaises et belges. Blandine Boueto et Georges Kissapinzo. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses 2 compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui comme lui ont perdu la vie dans des conditions tragiques.
La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Aux côtés de leurs familles, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier, à l'occasion de la visite à vos côtés du musée royal de l'Afrique centrale, musée de Tervuren, Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées et la remise symbolique par le roi au président Félix Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Autre chose, le port des insignes militaires est désormais prohibé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la teneur d'une communication officielle hier dimanche du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Cela en signe de soutien aux FARDC engagés au front contre les groupes armés dans la partie est du pays. L'autre interdiction concerne tous les rassemblements et toutes les réunions des partis politiques dans les rues et sous les arbres. Désormais, a-t-il instruit, toutes ces réunions devront se tenir au siège des partis politique. On écoute le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. D'aller faire ce qu'ils ont fait. Donc je disais que je demandais à tous les partis politiques de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela se fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa, tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, où l'UNAFEC ou la JUNAFEC et l'UDPS, avec ACO, sont en train de porter ce genre de tenues. Il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est vraiment un appel que je lance à tous nos services de renseignement, à tous nos services de sécurité, pour que cette situation-là s'arrête. Parce que cette tenue met en insécurité tout citoyen congolais qui se retrouverait, même dans son quartier, dans un coin d'une avenue, et qui rencontre un monsieur portant une tenue semblable à celle de la police, et qui commence à l'arrêter. Vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver à cette maman, à cette fille, à ce garçon qu'on a envoyé aller nous acheter un peu de sucre au coin de la rue. Voilà pourquoi j'ai dit que tout cela doit s'arrêter. Avant que nous ne procédions à faire quoi que ce soit, les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ce temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ce temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Vous avez des réunions à tenir. Allez dans les sièges de vos partis politiques. Plus question de se retrouver sous les arbres, en train de discuter, en train de porter, pendant que vous portez ce genre de tenues, d'habillement ou de bottines.
Plus question de cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité. Voilà le message que je voulais passer ce soir à travers la RTNC, dans l'espoir que tout le monde m'a suivi, dans l'espoir que tous les services vont faire ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au combat contre les terroristes du M23 et autres forces négatives qui sèment la désolation dans la partie est du pays reçoivent des messages de soutien de toutes les couches de la population. Le dernier en date est celui du professeur André Massiala Masolo. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur André Massiala en a profité pour présenter ses condoléances à la famille de Madame Madeleine Miezé, PCA, à la compagnie des voies maritimes du Congo central et tout le peuple né-Congo. Il est au micro de Christelle Diamano. La guerre, quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Le peuple s'organise, cotise de l'argent pour soutenir leurs épouses sont restées ici. C'est le travail de l'État normalement. Nous sommes dans un temps difficile. Même la population participe à l'encouragement matériel, financier. Moi, je cotise comme les autres citoyens congolais pour l'encourager. Il y a une caisse qui est ouverte ici et tout le monde est invité à verser de l'argent auprès du peuple. Mais cette semaine, je passerai là pour déposer ma contribution monétaire. Et moralement, il faut un effort pour soutenir les frontières de la République démocratique du Congo. Et Dieu va les aider à terminer ça. Et nous étions en pleine réunion de notables Congo quand nous est parvenu pour nous informer du décès de Mme Mienze Kiakou. C'est parmi les rares femmes Congo que je rencontre. Pas un quelconque, parce qu'elle était une intellectuelle. Il était chef de travaux à l'ISP Gombe ici. Il a été PCA à l'agence maritime à Boma. Femme rare, vice-gouverneur de la province du Congo central, à l'époque de Bitumba. Toujours dans la même rubrique, une marche de soutien a été... une marche de soutien aux FARDC par la cellule de l'UDPS à Rigini. Les combattants ont commencé cette marche du rond-point Ngaba jusqu'à Limité. Odette Kwamba signe ce reportage. Depuis un certain temps, avec la présence des terroristes M23 à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru et la cité de Bunagana, frontalier avec l'Ouganda, les Congolais lancent des messages de soutien pour encourager nos vaillants soldats qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire congolais. La cellule de l'UDPS Rigini dans la commune de Lemba n'est pas en reste. Avec à la tête son coordonnateur Blanchard Kalala a organisé une marche de soutien au FARDC le week-end dernier avec comme itinéraire le rond-point Gaba. En montant par le quartier Rigini, toujours à Lemba, longeant la route bypass jusqu'à la 7e rue de la commune de Limete. Chemin faisant, les combattants scandaient des chants en mémoire de nos FARDC et ne jurent que par la paix. Et la marche est allée finir au lieu du départ, le rond-point Gaba. Changeant de chapitre, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, a été en visite d'inspection des routes des dessertes agricoles samedi dans la commune de Mongafula. Cela en vue de parvenir à l'amélioration des routes qui se trouvent dans un état de précarité très avancé. Une fois de plus, Odette Kwamba. C'était un week-end sans repos pour le ministre d'État en charge de développement rural, François Roubota Masumbuku. Sous un chaud soleil, il a effectué une visite d'itinérance pour se rendre compte de l'état des routes des dessertes agricoles dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier Kimwenza. Cette visite d'inspection a commencé à la gare Kingatoko pour prendre fin à la gare de Kimwenza. Le numéro 1 du développement rural n'a pas du tout apprécié le travail fait sur le terrain et pense qu'il faut des ajustements.
Sur ce, il a promis de donner des orientations claires au directeur de l'OVDA, Office des voies des dessertes agricoles, pour mieux faire le travail. Au terme de sa tournée, il a placé ces mots. Depuis notre prise de fonction, nous nous sommes donné comme objectif de visiter les différents chantiers qui dépendent du développement rural, parmi lesquels les routes des dessertes agricoles. Nous avons donc commencé cette visite par Kingantoko Gare pour effectivement visiter les différents chantiers en rapport avec les routes des dessertes agricoles. C'est une visite de routine, mais aussi d'inspection. J'ai visité les routes, j'ai vu l'état dans lequel elles se trouvent. Je vais donner des orientations au directeur de l'OVDA qui va répercuter ces orientations à son DP provincial, ville de Kinshasa, pour que l'on fasse encore mieux, parce qu'il y a certains endroits, les routes sont tellement épaisses, ça ne permet pas tellement que les véhicules passent. Vous voyez que ce sont des routes d'intérêt tout à fait capital par rapport à l'évacuation de ce que nous avons vu comme produits agricoles. Depuis sa nomination, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuku, s'est engagé à mener des actions concrètes en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants du milieu rural de la République démocratique du Congo. En tant que patriote, François Roubota Masumbuku, face à l'agression des terroristes du M23, il demande à la population congolaise de rester unie. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Jikoko, a été installé ce lundi par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle des réunions de l'hôtel de ville. C'était en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Mireille Binda pour plus de détails. Élu le 6 mai dernier par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Jikoko vient d'être installé par le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, en qualité du vice-gouverneur en remplacement de Néron Bungu déchu par les députés provinciaux. Prenant le premier la parole, le directeur de cabinet du gouverneur de la ville, Maître Freddy Bonzeki, qui a fait une brève présentation du nouveau vice-gouverneur, lui a rassuré de l'accompagnement de l'ensemble des membres du cabinet. Gérard Mulumba a quant à lui promis à Jantini Ngobila Mbaka un accompagnement inconditionnel pour une réussite totale du mandat et d'ajouter qu'il attend de son titulaire un encadrement efficace afin d'atteindre ensemble les résultats escomptés pour le bien-être de la population quinoise. C'était bien après avoir remercié les élus provinciaux pour son élection pendant le vote. Lelo likambo nzambe so akangi likolo na sepe kangami yango nzamba kanyango loto awa nengo boki mokonza uti koloba moi négligence zali na niveau ya ba bourgmestre to gérer ba bourgmestre pour avoir la légèreté makasi. À son tour, le premier citoyen de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, s'est dit heureux de recevoir celui qu'il appelle affectueusement son jeune frère et collaborateur direct avant de lui souhaiter la bienvenue à l'hôtel de ville de Kinshasa. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, tout cas, dans le monde de ce mandat, l'équipe comme nous avons dit, la Gibiso, et Sarami, il faut tout comme ça, et tout est embaillé, l'engue, tout le monde est ensemble. Il y a un projet de billet ensemble, et l'engue, n'a pas du tout ça, la monde. Rappelons que le nouveau vice-gouverneur de Kinshasa a plusieurs fois été élu député, d'abord en 2006 comme député provincial, en 2021 comme député national et en 2018 comme député provincial de la ville de Kinshasa. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a échangé avec la presse ce 20 juin à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Une occasion pour la représentante pays de cette institution à Kinshasa, Dikongwe Atagana, de brosser l'état des lieux des réfugiés ces derniers temps. Le point avec Laetitia Massela. Cet échange déroulé en la représentation du HCR à Kinshasa a été environné d'un esprit d'engagement, de questions à portée intéressante qui ont nécessité de réponses également importantes. Madame la représentante Dikongwe Atagana. Depuis que j'ai commencé à travailler aux Nations Unies, depuis 1994, le Congo est quasiment en perpétuel état de crise.
Il va falloir que ça s'arrête parce que les souffrances, il y en a eu de trop, il y en a trop et ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus durer. Cependant, je n'ai pas, moi, comme HCR, les éléments pour pouvoir faire quelque chose là-dessus. Je ne peux que lancer des appels aux parties prenantes pour dire que véritablement, il va falloir que les canons, les armes se taisent. Au cours de cette même séance, l'un des partenaires œuvrant avec le HCR, Madame Nathalie Kabala-Loussé, avec son ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, FMMD, s'est vu décerner un diplôme de mérite pour le travail abattu dans son domaine, motif de joie de sa part. C'est pour moi un honneur et une immense joie de vous rencontrer aujourd'hui. Votre présence en ces lieux prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez au combat que nous menons au profit de personnes vulnérables, des réfugiés, des personnes déplacées internes et retournées. Cette journée du 20 juin consacrée aux réfugiés dans le monde tombe exactement au moment où la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement sous le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un énorme besoin d'assistance pour ces innombrables réfugiés. D'une journée à une autre, l'humanité a célébré dimanche 9 juin 2022 la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À Kinshasa, cette célébration a été marquée par la présence du ministre de la Recherche scientifique. Il a saisi cette circonstance pour doter d'un laboratoire le Centre de médecine mixte et d'anémie SS, CEMAS en sigle. José Panda a évoqué la responsabilité du gouvernement ainsi que celle des parents afin de lutter contre ces fléaux. Fabrice Ikenge. Ambiance toute particulière au centre mixte d'anémie SS, CEMAS en sigle, communément appelé Centre Mabanga, dans la commune de Kalamou. Le directeur général de l'Institut de recherche en sciences de la santé, le professeur Dieudonné Nyembwe-Chipukane, a donné le clou de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Nous sommes honorés ce jour par le passage de notre ministre des tutelles, qui est venu pour deux raisons. La première, c'est offrir aux drépanocytaires, qui sont des patients fragiles, un laboratoire de qualité qui peut répondre aux normes internationales, d'abord pour les diagnostics cliniques, mais aussi pour des travaux de recherche dans la mesure du possible. Et deuxièmement, partager un repas de cœur avec les enfants drépanocytaires. José Panda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a pour sa part évoqué la responsabilité du gouvernement, mais aussi celle des parents sur la prise en charge des enfants vivant avec l'anémie SS. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et arriver à aider ces malades. Ailleurs, les soins sont gratuits totalement. Ailleurs, je l'ai vu au Canada, même en Belgique, c'est gratuit. Puisque c'est le gouvernement qui doit sensibiliser, vulgariser, arriver à éduquer cette population à bas âge. Quand les parents se marient, ils doivent savoir en principe leur électrophoreuse. Et que c'est une maladie qui est différente des autres maladies de volonté. C'est une maladie qui vient, qui peut être évitable. C'est ainsi que j'ai dit, il faut qu'on arrive à sensibiliser la population. Le patron de la recherche scientifique et innovation. Le centre mixte d'anémie SS de Mabanga a pour la circonstance bénéficié d'un laboratoire pour des examens appropriés de la part du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Un laboratoire que les bénéficiaires ont baptisé du nom du ministre José Panda en guise de remerciement et de reconnaissance pour cet acte. Pour clôturer la cérémonie en beauté, le patron de la Recherche scientifique et innovation technologique a pris en charge les factures des patients retenus dans ce centre, faute de paiement de frais d'hospitalisation. Et le tout s'est terminé par un repas de cœur dans une ambiance de réjouissance et de convivialité. Et en marge de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, nous avons le privilège de recevoir pour vous sur ce plateau Madame Émilie Lebug. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Bienvenue chez nous pour éclairer l'opinion. Merci, Madame la journaliste.
La drépanocytose est une maladie dont les conséquences sont très fâcheuses. Pouvez-vous nous dire exactement en quoi consiste cette maladie, comment la contracte-t-on et quels sont les symptômes? Ok. La drépanocytose en soi, pour aller avec des termes beaucoup plus simples, compréhensibles pour tous, c'est une maladie génétique de l'hémoglobine. Et c'est quoi l'hémoglobine? C'est une substance qui est contenue dans le globule rouge, qui a comme mission de transporter l'oxygène dans tout l'organisme. Et pour les drépanocytaires, il y a cette altération, donc une mutation au niveau des chaînes bêta de l'hémoglobine. Donc il y a une mutation au niveau du chromosome 11 qui fait qu'il y a cette tare d'anémie SS qui se manifeste de façon phénotypique. Donc, elle reste une maladie héréditaire. On l'a de nos parents. Donc, c'est comme une carte qu'on doit recevoir d'une moitié de son père et de sa mère. Oui. Et voilà, et l'anémie SS, c'est une forme, je peux dire homozygote. Il y a aussi drépanocytose hétérozygote avec AS. Donc, on contracte des deux parents. Et les manifestations sont plus l'anémie, comme c'est dit, les crises douloureuses, et les drépanocytaires sont des personnes fragiles, comme on vient de le suivre, donc ils ont une faible résistance aux infections. Et l'anémie en soi se manifeste par l'essoufflement, la fatigabilité et tout, et la coloration jaune des téguments, des urines foncées. Les crises douloureuses, elles peuvent être violentes, brutales, brusques, transitoires, chroniques, d'où il faut un soutien de ce côté-là. Et concernant ils sont assez fragiles, comme j'ai dit, face aux infections, donc ils contractent facilement. Puisque vous parlez de soutien, et comment s'est fait la prise en charge, particulièrement chez nous en RDC? Nous venons de suivre un centre assez spécialisé qui prend en charge les anémiques, mais l'idée serait au mieux d'intégrer cette prise en charge dans plusieurs établissements pour que cette prise en charge soit assez intégrée. Et la prise en charge prend en compte la prévention, donc prévenir la drépanocytose. Ça commence par le dépistage, le diagnostic. La prise en charge prend en compte aussi le traitement. On devrait traiter l'anémie. Et pour traiter l'anémie, il faudrait aussi la prévenir. Donc, il y a aussi des médicaments qui entrent en compte. Les drépanocytaires doivent prendre pratiquement à vie l'acide folique. Il y en a qui ont... S'ils ont des moyens, ils peuvent prendre l'hydroxyurée. Donc, la molécule n'est pas vraiment accessible financièrement. Et pour les infections, on appelle aussi les drépanocytaires à la vaccination. Non seulement la vaccination contre la pneumonie, la méningite, contre aussi la Covid-19, pour se prévenir des infections, parce que ce sont une catégorie assez fragile. Voilà. Exposée, disons. Voilà. Et les gouvernants participent-ils à la prise en charge? Vous êtes médecin, vous pourriez éclairer la lanterne. Oui, la prise en charge, faudrait dire, reste à charge du patient. Qu'on venait de Jusque-là. Jusque-là. Ouais. Donc, en tout cas, là où moi je preste, la prise en charge reste à charge du patient. Voilà. Et je l'ai souligné que la RDC occupe la 2e position pour cette maladie, donc au niveau africain, après le Nigeria, on est en 2e position. Et dire que c'est une maladie héréditaire évitable, on devrait vraiment agir bien avant. Oui, à l'électrophorèse, passer au test de l'électrophorèse. Voilà, ne pas attendre de se marier, parce que c'est un test, je me dis, on le fait parce qu'on veut contracter un mariage, mais on devrait le savoir comme on doit savoir son groupe sanguin, on doit savoir son électrophorèse d'hémoglobine. Et plus d'un quart de la population comporte la tare S. Pour cette maladie que l'on appelle aussi la maladie des parents pauvres, mais déjà les examens les plus simples, comme l'électrophorèse dont nous venons d'épingler tout à l'heure, coûtent 15 à 20 $. Je ne sais pas si le prix est estimable. Comment est-ce que la population congolaise qui vit dans la précarité peut-elle faire face à tel coût? Oui, ça, il faudrait dire que ça reste un défi financier, vu qu'il y a aussi un autre défi de connaissance sur la maladie. Il
faudrait pas attendre, il ne faudrait pas avoir son premier enfant pour se rendre compte qu'on est porteur de cette DAR S. Voilà. Donc, de ce côté-là, la population vit avec pratiquement moins $1. Oui. Et vous me parlez d'un test qui vous coûte 15 à $20. Donc, ça serait vraiment un choix d'opportunité pour la population de le faire ou pas. Et je ne pense pas que ça serait la priorité, mais il faudrait souligner que c'est une maladie qui est un problème de santé publique majeur. La place de la RDC, comme je l'ai dit, c'est en deuxième position. On a presque 40 000 naissances de drépanocytaires homozygotes. Alors, cela est dû à quoi? L'information, la communication ne passe pas assez pour afin de sensibiliser la population à se dépister toujours avant le mariage. Le défaut est de communication, le défaut est de connaissance également. Comme je pourrais le simplifier, on a une faible littératie en santé. La littératie veut dire qu'on veut l'information, et l'information vraie, et communiquer l'information pour que la population puisse se prévenir de la maladie. Ok, merci Madame Émilie Lebug pour chuter. Beaucoup de spécialistes notent une certaine similitude entre drépanocytose et Covid-19, notamment en ce qui concerne cette période de la saison sèche. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en prendre afin de se protéger? Et apparemment, ils présentent les mêmes symptômes. Il y a encore mal aux jambes, tout cela. Oui. Comment est-ce qu'ils peuvent se protéger pendant cette période de la saison sèche? Oui, la saison sèche nous expose plus aux pathologies virales, donc les pathologies pulmonaires. On peut faire la grippe, on peut faire une pneumonie. Et la drépanocytose reste un terrain assez fragile où la Covid-19 peut se greffer. En dehors de la Covid-19, le drépanocytaire peut faire sa pneumonie. Donc, il est vraiment sujet à des multiples épisodes de pneumonie, vu qu'il résiste moins aux infections. Et la Covid-19 aussi a des manifestations pulmonaires. Donc, ça peut aller ensemble en diagnostic différentiel, mais la Covid-19 peut se greffer facilement vu que le terrain est assez fragilisé, assez propice pour que la maladie puisse se développer. Et on appelle les drépanocytaires à la vaccination également. Merci beaucoup, merci docteur. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau docteur Émilie Lebug. Merci. Merci. Poursuivons ce journal en marge de la journée mondiale de la drépanocytose célébrée le 19 juin de chaque année. La protection du drépanocytaire dans le contexte de la couverture santé universelle était au centre d'une journée d'échange dans la commune de Limité avec les drépanocytaires et non drépanocytaires. L'événement porte la signature des ONG Drépamour et Drépasanté en collaboration avec Espoir, Hop et Lekine. Agatha Kaïsi et Seth Ndosimao. Unis comme un seul homme pour la sensibilisation contre la drépanocytose, l'un des majeurs points pour aider la population à mieux vivre avec cette maladie. La drépanocytose est un fléau qui fait des ravages à travers le monde. Voilà pourquoi l'ONG Drépamour et Drépasanté, en collaboration avec Espoir, Hop et Likia, ont échangé avec les drépanocytaires et non-drépas sur les vécus d'un drépanocytaire et comment se prémunir de la drépanocytose en vue de prévenir l'augmentation des naissances drépanocytaires. Que peut-on comprendre par la drépanocytose? Dr Émilie Lebug explique. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, donc héréditaire, et qui a une particularité, elle est évitable. C'est la première maladie génétique la plus répandue dans le monde. Et au niveau africain, la RDC occupe la deuxième position après le Nigeria. Donc on peut exceller à autre chose plutôt qu'à avoir ou à conserver des nombres croissants des naissances drépanocytaires. La coordonnatrice des Drépasanté et la conseillère juridique des Drépamour reviennent toutes sur les contours de cette maladie. Notre lutte, c'est qu'il n'y ait plus de drépanocytaires à la naissance. Et par rapport à cela, ce que la population doit faire pour éviter des naissances drépanocytaires, c'est seulement se faire dépister.
Donc faire les tests que nous appelons les tests d'électrophorèse. J'inviterai tout le monde à se faire dépister afin de connaître son état. L'ONG Drepamour reste ouvert à toute personne qui aimerait s'adhérer ou apporter un partenariat quelconque. Nous sommes ouverts à tout le monde. Drepamour et Drepa Santé plaident pour que la drépanocytose soit classée parmi les maladies d'urgence mondiale en RDC par l'Organisation mondiale de la santé pour une prise en charge gratuite. En religion, clôture dimanche dans la soirée de la série des réunions de réveil à l'église Zoé Tabernacle Kinshasa. Ces réunions se sont déroulées autour du thème « Les promesses infaillibles de Dieu ». C'était au siège de cette église à Kasavubu, Matimboui et Deonzonga. Pendant 3 jours, les chrétiens fidèles de ces temples Zoé Tabernacle de Kinshasa ont bénéficié d'un enseignement profond sur les promesses de Dieu sur ses enfants. Comme toute parole venue du Très-Haut, elle s'accompagne toujours de son accomplissement divin. L'orateur de ces séminaires, le pasteur Georges Louko, venu d'Abidjan, a martelé sur la puissance de la parole. L'un des responsables de cette église revient ici sur les sens accordés à ce séminaire. C'est un séminaire placé sous le thème « La puissance de la parole infaillible de Dieu ». Ce message qui a été apporté 3 jours par le pasteur Georges d'Abidjan. Ce sont des réunions de réveil pour stimuler le peuple de Dieu, apporter le pécheur à Christ et aussi... Découvrons à présent les journaux parus ce lundi dans la capitale, dans une sélection et un commentaire de Crispin Goy. Bonsoir. Situation sécuritaire en RDC, Nairobi accueille le 3e sommet des chefs d'État de l'EAC ce lundi, écrit Forum des As. Le 3e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est consacré à la situation qui prévaut en RDC. Ces assises, souligne le journal, vont se focaliser sur le dialogue intercongolais initié dans le cadre du processus de Nairobi, précise un communiqué de presse de la présidence kenyane. En convoquant ce 3e sommet, Uhuru Kenyatta indique que la situation de paix et la sécurité dans l'Est de la RDC est préoccupante, car le peuple congolais a longtemps souffert et continue de payer un prix démesuré lourd en vie humaine, en biens et en paix insaisissable. Le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis dimanche à Nairobi, annonce l'agence congolaise de presse. Aucun détail pourtant n'a été obtenu sur l'objet et la durée de cette visite du chef de l'État congolais dans la capitale kenyane. Cependant, relève l'agencier, tout porte à penser que l'insécurité persistante que vit la partie orientale de la RDC dans la province du Nord Kivu, terrorisée par le M23 soutenu par le Rwanda, ne manquera pas d'être au menu des échanges avec Uhuru Kenyatta. Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation derrière le FARDC, nous dit l'avenir, qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de sécurité et de défense pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Et au canard d'enchérir que le président de la République a exprimé sa solidarité de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre. Revenons avec Forum des As qui souligne dans sa rubrique Enjeu de l'heure, prétendue chasse à l'homme, le FARDC dénonce la ruse de Kigali. Dans un communiqué signé par le porte-parole de FARDC, Léon Richard Kassonga, le FARDC dénonce les mensonges de Kigali, faisant état d'une chasse à l'homme ou un quelconque sentiment de xénophobie contre certains militaires et quelques Congolais appartenant à une communauté donnée. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Bruxelles pour la cérémonie de remise de la relique de Patrice Emery Lumumba renseigne l'agence congolaise de presse. Le chef de l'exécutif est délégué par le président de la République Félix Tshisekedi pour les représenter et accompagner la famille du héros national dans cette cérémonie de restitution du reste de Patrice Emery Lumumba par la justice belge à sa famille biologique le lundi 20 juin. À en croire les bulletins, le fils du héros national Roland Lumumba a déclaré lors d'une conférence de presse tenue
à l'ambassade de la RDC à Bruxelles, la restitution de cette relique constitue la fin d'une époque, c'est-à-dire une dent que le policier belge chargé de faire disparaître les corps avait arraché et conservé. Terminons cette revue de presse, madame, messieurs, avec la manchette qui constate: après 61 ans de captivité, la dépouille de Patrice Emery Lumumba sera remise le lundi à sa famille. Selon la consoeur, des cérémonies prévues dans plusieurs lieux de la RDC, dont un deuil national du 27 au 30 juin et une inhumation dans un mausolée à Kinshasa dans la commune de Limete. Et au quotidien d'ajouter le corps de l'ancien dirigeant nationaliste assassiné avec deux de ses proches, l'ex-ministre de la Justice et des Sports Maurice Mpolo et l'ancien vice-président du Sénat Joseph Okito avaient été dissous dans l'acide sulfurique. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, c'est par cette belle revue de presse que nous bouclons ce journal. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.